Mon oncle riche m'a tout légué une villa au bord du lac étage 3000000 €. Mes parents qui m'ont abandonné à 8 ans sont apparus à la lecture. Nous sommes tes tuteurs, ont-ils souri. Mais quand mon avocat a posé le dossier sur la table, ils sont devenus blancs comme un linge. Mon oncle riche, Armand, m'a tout légué. Une magnifique villa au bord du lac à Annecy et 3 millions d'euros. J'étais assise dans le silence solennel du bureau de son notaire, maître Dubois, le cœur lourd de chagrin mais l'esprit déjà tourné vers l'avenir qu'il m'avait offert. Mais au moment précis où le testament allait être lu, la porte s'est ouverte brusquement. Mes parents, ceux qui m'avaient jeté à la rue sans un regard en arrière 8 ans plus tôt, sont entrés. Un sourire mielleux aux lèvres, ma mère a annoncé d'une voix théâtrale, « Nous sommes là. Nous sommes ses tuteurs. » Le sang dans mes veines s'est glacé. Avant que je ne vous plonge dans les détails de cette histoire qui a complètement bouleversé ma vie, j'aimerais prendre un instant pour me connecter avec vous. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez en ce moment. Quelle heure est-il chez vous? Je serais vraiment touchée de savoir d'où vient cette incroyable communauté qui m'écoute. Maintenant, revenons à ce bureau feutré. L'air sentait le cuir des fauteuils, le vieux papier et le café fort que la secrétaire venait de servir. C'était un lieu de conclusion, de dernière volonté. Le deuil de mon oncle était encore une blessure à vif, une absence si grande qu'elle semblait occuper tout l'espace. Et puis, ils sont entrés, et l'air est devenu irrespirable. Ma mère, Martine, s'est précipitée vers moi, ses talons claquant sur le parquet. Son étreinte était une cage. J'ai senti l'odeur de son parfum bon marché, un mélange entêtant de fleurs synthétiques que je n'avais pas senti depuis des années, et qui a instantanément ravivé le souvenir des promesses brisées et des soirées passées à attendre en vain. Mon père, Serge, la suivait de près, posant une main lourde sur mon épaule, un geste qu'il voulait sans doute protecteur mais qui me semblait possessif, presque menaçant, comme pour marquer son territoire. Je suis restée raide comme un piquet, les bras ballants, incapable de répondre à cette fausse affection. Mon corps se souvenait avant même que mon esprit n'analyse. Il se souvenait de la trahison. Leur visage avait changé. 8 ans de vie difficile avaient creusé des rides d'amertume au coin de leurs yeux. Mais ces yeux brillaient de la même lueur avide que je connaissais si bien. La lueur de ceux qui cherchent toujours le prochain plan, la prochaine combine, la prochaine personne à utiliser. Et aujourd'hui, cette personne, c'était moi. Leur mine d'or inespérée. Maître Dubois, un homme dont le calme semblait à toute épreuve, les a observés par-dessus ses lunettes à monture fine. Son visage était impassible, mais j'ai vu ses doigts se resserrer très légèrement sur son stylo. Il leur a indiqué des sièges de l'autre côté de l'imposant bureau en acajou. Ils se sont assis, se tenant droit, jouant le rôle de parents concernés venus soutenir leur fille unique et endeuillée. C'était une performance digne d'un théâtre de boulevard. Mais je voyais bien leur regard balayer la pièce, évaluant la valeur des tableaux, l'épaisseur des tapis, le poids des livres reliés en cuir. Ils n'étaient pas là pour moi. Ils n'étaient jamais là pour moi. Ils étaient là pour l'argent. L'argent d'un homme qu'ils avaient méprisé toute leur vie. L'homme qui m'avait sauvé d'eux. Ma mère a alors posé sa main sur la mienne, sur la table polie. Sa peau était sèche et froide, ses ongles manucurés à la va-vite. Elle m'a murmuré, la voix tremblante d'une émotion feinte, « Maman est là, ma chérie. Tout va bien se passer maintenant. » Mais sa poigne était ferme, presque douloureuse, ses doigts s'agrippant aux miens. Ce n'était pas le contact d'une mère réconfortante. C'était celui d'un gardien de prison s'assurant que son détenu ne s'échappe pas. C'était la main qui avait fouillé dans mes affaires, qui avait volé mes rêves. La poigne de ma mère était glaciale, un avertissement silencieux. Pour comprendre la terreur et le dégoût qui m'ont envahi à ce moment-là, il faut remonter 8 ans en arrière, à la nuit où mon monde, déjà si fragile, s'est définitivement effondré. Pour comprendre cette poigne, il fallait revenir en arrière. 8 ans plus tôt. J'avais 18 ans et je vivais dans un petit appartement de 2 pièces dans une banlieue grise de Lyon, où les façades des immeubles semblaient avoir absorbé la couleur du ciel. La vie était dure, mais elle avait un but. Mon univers se résumait à 2 odeurs, celle du pain chaud et de la farine de la boulangerie où je travaillais dès 5 heures du matin, et celle du café et du vin du petit bistrot de quartier, chez Bernard,
où je servais jusqu'à ce que mes jambes ne me portent plus. Chaque euro que je gagnais était un pas de plus vers ma liberté. Je les mettais de côté avec une quasi-dévotion religieuse dans une enveloppe en papier craft, cachée sous une lame de parquet lâche dans ma chambre. C'était mon trésor, ma voie de sortie, 3200 €, le fruit de 18 mois de travail acharné, destiné à payer ma première année en école de commerce. Pendant que je construisais mon avenir brique par brique, mes parents détruisaient le leur avec une énergie déconcertante. Notre appartement était un cimetière de rêves brisés et d'entreprises ratées. Des boîtes de compléments alimentaires, révolutionnaires, s'empilaient dans les coins, prenant la poussière. Des piles de DVD de développement personnel promettant de « libérer le millionnaire en vous » servaient de table basse. Mon père, Serge, passait ses journées sur des forums en ligne, à la recherche du « coup du siècle ». Il était un expert en tout et en rien, un entrepreneur de pacotille qui changeait de passion comme de chemise. Un jour, c'était un investissement dans une crypto-monnaie obscure, le lendemain, un projet d'importation de gadgets chinois qui ne fonctionnait jamais. Ma mère, Martine, était sa plus grande fan et sa complice. Elle l'encourageait, passant ses après-midi à des ateliers de visualisation créative qui coûtaient plus cher que notre budget nourriture de la semaine. Je me souviens d'un dîner en particulier, un soir rare où nous étions tous les trois à table. Il n'y avait qu'une soupe de légumes clairs et du pain de la veille. Mon père a sorti une brochure brillante. J'ai trouvé, Martine. C'est ça. On va investir dans l'élevage d'escargots bio en Ardèche. Le marché est en pleine expansion. Ma mère applaudissait, les yeux brillants. Je les regardais, ma cuillère suspendue au-dessus de mon bol. Et avec quel argent, ai-je demandé doucement. Le visage de mon père s'est fermé. Le manque de foi, voilà le problème dans cette famille, a-t-il dit en me jetant un regard accusateur. Léonie, tu es trop terrax en grave terre. Tu n'as pas de vision. Non, je n'avais pas de vision. J'avais des mains abîmées par l'eau de vaisselle et l'odeur de la levure sous les ongles. J'avais la réalité. Mon seul refuge était le bistrot de Monsieur Bernard. C'était un homme au grand cœur qui me traitait comme sa propre fille. Il voyait bien que quelque chose n'allait pas. Un soir, mon père est venu, encore une fois, pour tenter de l'entraîner dans une de ses combines. Je me sentais rougir de honte derrière le bar pendant que mon père débitait son baratin. Plus tard, alors que je nettoyais les dernières tables, Monsieur Bernard s'est approché de moi. « Léonie, m'avait-il dit doucement, tu es une jeune fille courageuse et travailleuse. Ne laisse personne te tirer vers le bas. Surtout pas ceux qui sont censés te protéger. » Ces mots avaient résonné en moi comme un avertissement. Il voyait clair. Il voyait la dynamique toxique que je m'efforçais de nier, la façon dont il consumait mon énergie et mon espoir. Les paroles de Monsieur Bernard m'avaient alerté, mais je n'aurais jamais pu imaginer jusqu'où irait la duplicité de mes propres parents. Je pensais que le pire était leurs échecs constants et leur irresponsabilité, mais je n'avais pas compris que leur prochain grand projet, leur coup du siècle, c'était moi. La fin est arrivée brutalement, orchestrée comme une pièce de théâtre macabre. Tout a commencé par la maladie de ma mère. Une semaine avant leur départ, elle a commencé à se plaindre de violentes migraines, prétendant que le médecin suspectait quelque chose de grave, un mot qu'elle laissait flotter dans l'air avec un soupir tragique. Elle passait ses journées allongée sur le canapé, un gant de toilette sur le front, gémissant doucement chaque fois que j'entrais dans la pièce. C'était le début de leur acte final, et j'étais le public captif. Un soir, alors que le bistrot était bondé, ils sont arrivés. C'était l'heure de pointe, un vendredi soir. Martine avait le visage défait, les yeux rougis, probablement à l'aide d'un oignon, j'y ai pensé plus tard. Serge avait l'air accablé, un masque de désespoir sur le visage. Ils ont ignoré mon salut embarrassé et se sont dirigés directement vers le petit bureau de Monsieur Bernard. À travers la porte vitrée, je les voyais. Ma mère pleurait, sortant un mouchoir de son sac. Mon père parlait à voix basse, l'air grave, faisant de grands gestes. J'ai senti tous les regards des clients sur moi. Ma honte était si épaisse que j'aurais pu la toucher. Ils sont restés 20 minutes. 20 minutes qui ont scellé mon sort. Quand ils sont sortis, Monsieur Bernard avait le visage soucieux, tiraillé. Il est venu me voir derrière le bar. « Léonie, a-t-il commencé à voix basse,
tes parents ont de gros ennuis. Apparemment, ton père est menacé à cause d'une vieille dette qui a refait surface. Des gens dangereux. Ils ont besoin de 2000 €, tout de suite, pour les faire patienter. Mon cœur s'est serré. Je savais que c'était un mensonge, mais comment le dire? Comment accuser mes propres parents devant cet homme si bon? Je leur ai avancé l'argent, a continué Monsieur Bernard, l'air presque coupable. Ils m'ont dit que tu te porterais garante, que tu travaillerais pour rembourser si nécessaire. J'ai accepté. Pour toi, Léonie. Pour que tu aies l'esprit tranquille. Mon monde s'est écroulé. Ils avaient utilisé la seule personne qui me faisait confiance, la seule figure paternelle stable de ma vie, pour leur dernière escroquerie. J'ai hoché la tête, incapable de parler, la gorge nouée par les larmes et la rage. Cette nuit-là, j'ai fait une double garde, mon esprit en ébullition. Chaque plat que je servais, chaque verre que je nettoyais, était un pas de plus vers le remboursement d'une dette qui n'était pas la mienne. Quand je suis rentrée à l'aube, épuisée, l'appartement était étrangement silencieux. La porte d'entrée n'était pas verrouillée. En entrant, j'ai été accueillie par le vide. Un vide absolu. Tout était parti. Les meubles, les boîtes de Camelot, les photos sur les murs. Ils avaient même démonté les tringles à rideaux. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'ai couru dans ma chambre. La lame de parquet était soulevée. L'enveloppe avait disparu. Mon ordinateur portable, essentiel pour mes études, n'était plus sur mon bureau. Dans la boîte à bijoux de ma mère, le seul objet de valeur que je possédais, le fin collier en or de ma grand-mère, avait également disparu. Ils sont partis. L'argent avait disparu. Mon ordinateur aussi. Le collier de grand-mère. Envolé. Ils avaient tout pris. Sur la table de la cuisine, il n'y avait pas de lettres, pas d'explication. Juste une tache de café et des miettes. Puis, j'ai vu un morceau de papier. Mon cœur a fait un bond. Une lettre? Non. C'était une feuille arrachée d'un carnet, avec une imitation grossière de ma signature. Je, sous-signé Léonie Dubois, reconnais devoir la somme de 2000 € à Monsieur Bernard et m'engage à la rembourser. Ils n'avaient pas seulement volé mon passé et mon avenir. Ils avaient empoisonné mon présent. Face à cette trahison, à cette humiliation, j'étais anéantie. Dites-moi, sincèrement, si vous aviez été à ma place, qu'auriez-vous fait? Comment auriez-vous réagi? Laissez-moi un commentaire, j'ai besoin de savoir. J'étais seule, sans argent, sans avenir, et maintenant, sans honneur. C'est alors que j'ai vu le voyant de la messagerie vocale clignoter sur le vieux téléphone fixe. Il n'y avait qu'un seul message. Un message qui allait graver leur trahison dans ma chair pour toujours. Le doigt tremblant, j'ai appuyé sur le bouton de lecture. La voix de ma mère a empli le silence de l'appartement vide. C'était une voix que je ne reconnaissais pas tout à fait. Elle était mielleuse, presque larmoyante, mais sous la surface, je pouvais déceler une froideur calculée, comme si elle lisait un script qu'elle avait répété des dizaines de fois. Léonie, ma chérie, c'est maman. Il y a eu une pause, parfaitement synchronisée pour un effet dramatique. Ton père et moi, nous devons partir. Nous avons besoin d'un nouveau départ. La vie ici nous étouffe, et nous ne faisons que te tirer vers le bas avec nous. Chaque mot était un coup de poignard. Elles me faisaient porter le chapeau de leur propre échec, me transformant en encre qui les empêchait de s'envoler vers leur chimère. Nous sommes désolés pour l'argent, mais considère-le comme un investissement. Un jour, nous te le rendrons au centuple. Un rire silencieux et amer m'a secoué. C'était la même rhétorique qu'ils utilisaient pour leur combine ratée. La dernière phrase était la plus cruelle, prononcée avec un ton de conspiratrice, « Ne t'inquiète pas pour toi. Appelle ton oncle Armand. Il a de l'argent. Il prendra soin de toi. Il nous doit bien ça. » Le message s'est terminé par un sanglot qui sonnait aussi faux que le reste, un son étouffé qui n'atteignait pas ses yeux, j'en étais sûre. Il ne m'avait pas seulement abandonné, il m'avait vendu. J'étais devenue une transaction, une dette à collecter auprès d'un frère que mon père avait passé sa vie à jalouser et à critiquer. J'ai erré dans l'appartement vide pendant 1 heure, peut-être 2, touchant les murs nus, les contours plus clairs là où les cadres avaient été accrochés.
Je me sentais comme un fantôme dans le mausolée de ma propre vie. Puis, avec une lenteur infinie, j'ai sorti mon vieux téléphone portable et j'ai cherché son numéro. Oncle Armand. Le frère aîné de mon père. Un homme que je n'avais rencontré que 5 ou 6 fois dans ma vie, lors de rares réunions de famille où il semblait toujours mal à l'aise, un îlot de calme et de succès dans un océan de chaos et de ressentiment. Il était l'opposé de mon père, calme, réservé, impeccablement habillé, et visiblement riche. Mes parents le qualifiaient de « coincé » et de « robot sans cœur ». Mais en cet instant, un robot sans cœur était tout ce qu'il me restait. Le téléphone a sonné 2 fois. Une voix grave et posée a répondu. « Allô ? Oncle Armand ? C'est Léonie. » Ma voix était un murmure étranglé, à peine audible. « Léonie. Il est tard. Est-ce que tout va bien ? » Son ton était neutre, sans chaleur, comme celui d'un homme d'affaires répondant à un appel imprévu. Les mots sont sortis en un flot incontrôlable, mêlé de larmes et de hoquets. Ils sont partis. Ils ont tout pris. Mon argent pour l'école, mon ordinateur, tout. Ils ont laissé un message, ils ont dit de t'appeler. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Un silence long, pesant. J'ai cru qu'il allait raccrocher. J'imaginais son exaspération, sa lassitude face aux problèmes constants créés par son frère. Puis, il a parlé, sa voix toujours aussi calme, mais tranchante, comme s'il analysait une situation professionnelle. « Où es-tu exactement ? » Je lui ai donné l'adresse. « Es-tu en sécurité en ce moment ? Y a-t-il quelqu'un avec toi ? » « Non, je suis seule. »« Je suis en sécurité. »« Bien. C'est le plus important. » Une autre pause. Puis il a dit quelque chose qui m'a surprise, une phrase lourde de sens, encore ses choix à lui. Une phrase courte qui ne parlait pas de moi, mais de mon père. Une phrase qui contenait des années de déception. Il a continué, reprenant son ton directif, « Ne bouge pas. Ne parle à personne. Reste à l'intérieur. J'arrive. » Mais tu es à Annecy. C'est à 4 heures de route, il y a une tempête annoncée. J'arrive, a-t-il répété, et son ton n'admettait aucune discussion. Puis, il a raccroché. Il n'avait pas dit « je vais t'aider ». Il n'avait pas dit « ne t'inquiète pas ». Il avait juste dit « j'arrive ». Assise sur le sol froid de l'appartement vide, je me suis accrochée à ces 2 mots comme à une bouée de sauvetage, sans savoir s'ils me mèneraient vers un port sûr ou vers des eaux encore plus profondes et plus froides. 4 heures plus tard, les phares d'une berline noire ont balayé la façade de mon immeuble délabré. Le véhicule luxueux semblait déplacé, presque obscène, dans le décor de misère de mon quartier. Oncle Armand est sorti de la voiture. La pluie battante a immédiatement plaqué son costume coûteux sur ses épaules, mais il n'a pas semblé s'en soucier. Il a monté les escaliers 4 à 4, ses chaussures italiennes résonnant sur le béton usé. Quand j'ai ouvert la porte, il a jeté un regard rapide mais scrutateur sur l'appartement vide, puis sur le sac poubelle à mes pieds où j'avais rassemblé les quelques vêtements qu'il m'avait laissés. Son visage était une toile vierge, mais j'ai cru voir une lueur de colère durcir son regard un bref instant. « C'est tout ce que tu as ?» a-t-il demandé. J'ai hoché la tête, incapable de parler. « Alors allons-y. » Il a pris le sac sans un mot et a descendu les escaliers. Le voyage vers Annecy s'est fait en silence. La voiture glissait sur l'autoroute sous une pluie torrentielle. J'étais recroquevillé sur le siège en cuir, regardant les lumières de la ville s'éloigner jusqu'à n'être plus que des taches floues. Je n'osais pas parler, et il ne semblait pas en avoir envie. Nous sommes arrivés au lever du jour. La pluie avait cessé, et les premiers rayons du soleil perçaient les nuages, illuminant une immense villa en pierre blanche au bord du lac. C'était comme une scène de film. Le garage était plus grand que mon ancien appartement. En entrant dans la maison, j'ai été submergé par le silence, l'espace et la propreté immaculée. C'était un autre monde, une autre planète. Il m'a conduit à une chambre d'amis qui aurait pu être une suite d'hôtels de luxe. Un lit immense, une salle de bain en marbre, un dressing vide. Mon sac poubelle au milieu de la pièce avait l'air grotesque. « Repose-toi » m'a-t-il dit depuis le seuil. « Nous parlerons plus tard. » Il est parti, fermant doucement la porte. Je ne me suis pas reposé.
Je me suis assise sur le bord du lit, terrifiée à l'idée de froisser la couette parfaitement repassée. Je me sentais comme une intruse, une tache de saleté dans un univers immaculé. Plus tard dans l'après-midi, il a frappé et est entré, un dossier à la main. Il s'est assis sur un fauteuil, gardant une distance professionnelle. J'ai réglé tes frais de scolarité, a-t-il commencé sans préambule. Tu pourras commencer les cours la semaine prochaine. Je t'ai également ouvert un compte en banque. Une carte te sera livrée demain. J'ai ouvert la bouche pour protester, pour dire que je ne pouvais pas accepter, mais il a levé la main. Ceci n'est pas un cadeau, Léonie. C'est un arrangement. Il y a des règles. Il m'a tendu une feuille de papier. La liste était claire et concise, comme un contrat d'affaires. Maintenir une moyenne de 16-20 minimum. Travailler dans mon entreprise chaque été pour apprendre le métier. Dîner avec moi tous les soirs à 19h30 précise. Pas d'invité sans ma permission. Et la dernière, soulignée 2 fois, interdiction formelle de chercher à contacter ou de répondre à Serge et Martine. Je les regardais, perplexe. Pourquoi cette dernière règle? Son visage s'est durci. Parce qu'ils sont un poison. Et je n'autorise aucun poison dans ma maison. Cette nuit-là, la gouvernante, une femme discrète nommée Hélène, avait préparé un bœuf bourguignon qui sentait divinement bon. Assise en face de mon oncle à l'immense table de la salle à manger, j'ai pris une bouchée. C'était délicieux, riche, parfait. Et soudain, une vague de culpabilité m'a submergée, si violente qu'elle m'a donné la nausée. J'étais là, dans le luxe, à manger un plat de roi, alors que mes parents, où étaient-ils? Mangeaient-ils? Avaient-ils froid? Les larmes me sont montées aux yeux. J'ai posé ma fourchette, incapable d'avaler davantage. Excusez-moi, ai-je murmuré avant de courir m'enfermer dans ma chambre, laissant mon oncle seul dans le silence de la grande maison. J'étais déchirée entre une gratitude immense et une culpabilité écrasante. Étais-je une survivante, ou une traîtresse qui avait abandonné les siens? Je vivais dans une cage dorée, et je commençais à me demander si la dernière règle n'était pas là pour me protéger, ou pour m'isoler complètement du monde que je connaissais. Les mois se sont transformés en années. La vie a pris un rythme réglé, presque monastique, dicté par les règles de mon oncle et le calendrier universitaire. J'ai excellé dans mes études, poussé par une peur panique de l'échec. Chaque bonne note était une façon de justifier ma présence dans cette maison, de payer ma dette. Les dîners avec mon oncle étaient souvent silencieux, mais peu à peu, une routine s'est installée. Il me posait des questions précises sur mes cours, sur les théories économiques que j'apprenais. Il ne me demandait jamais comment j'allais, mais il écoutait attentivement mes analyses. C'était sa façon de communiquer, à travers l'intellect plutôt que l'émotion. Les étés à son cabinet de conseil étaient intenses. Il était un mentor exigeant, presque tyrannique. Il ne me faisait jamais de compliments. Quand je réussissais un projet, il me confiait une tâche plus complexe la fois suivante. C'était sa façon de montrer sa satisfaction, sa confiance. Lentement, très lentement, j'ai commencé à voir des fissures dans son armure de glace. Un matin, en descendant pour le petit déjeuner, j'ai trouvé sur la table un croissant aux amandes de la meilleure boulangerie d'Annecy, celle que je lui avais mentionnée une fois comme étant ma préférée après avoir goûté leur viennoiserie lors d'une sortie avec des amis de l'université. Il n'a rien dit, se contentant de lire son journal financier, mais le message était clair. Il écoutait. Il se souvenait. Un autre jour, j'avais une présentation orale importante pour mon master. J'étais terrifiée. C'était la soutenance d'un projet de groupe, et ma note en dépendait. En sortant de l'amphithéâtre, soulagée et tremblante, j'ai aperçu sa voiture, une berline noire reconnaissable entre toutes, garée au fond du parking. Il n'est pas venu me voir. Il n'a même pas klaxonné. Il était juste là, de loin, une présence silencieuse pour s'assurer que tout irait bien. Puis la voiture a démarré et a disparu. Ce geste, plus que n'importe quel mot, m'a profondément touché. Malgré cette nouvelle stabilité, la règle numéro 5 pesait sur moi. L'interdiction de contacter mes parents. C'était une blessure ouverte, une question sans réponse. Une nuit, incapable de dormir, rongée par un mélange de curiosité et de culpabilité, je l'ai transgressée.
J'ai allumé l'ordinateur portable qu'il m'avait offert et j'ai tapé le nom de mon père sur un moteur de recherche. La plupart des résultats étaient anciens, sans intérêt. Mais tout en bas de la deuxième page, il y avait un lien vers le blog d'un petit journal local de la Côte d'Azur. L'article, daté de 6 mois auparavant, parlait d'une petite arnaque dans un complexe de vacances. Un homme avait vendu des « excursions VIP » inexistantes à des touristes. Son nom était mentionné comme étant d'intérêt pour l'enquête. Serge. Mon père. L'article était vague, mais mon sang s'est glacé. J'ai voulu le relire le lendemain pour voir s'il y avait plus de détails, mais le lien était mort. La page avait disparu. Cette découverte m'a secoué. Mon oncle savait. Il devait savoir. Son interdiction n'était pas une simple mesure de précaution, c'était une censure active. Il me protégeait d'une vérité qu'il connaissait, une vérité laide et continue. Cela a changé ma perception de lui. Il n'était pas seulement mon bienfaiteur, il était mon gardien, mon protecteur silencieux qui me tenait à l'écart du chaos qu'il semait. La gratitude que je ressentais pour lui a pris une nouvelle dimension, plus profonde. Je ne me sentais plus comme une prisonnière, mais comme une personne précieuse qu'il fallait défendre. J'ai obtenu mon diplôme avec mention, très bien. Le jour de la remise des diplômes, mon oncle était là, assis seul dans la foule de parents bruyants. Il n'a pas applaudi. Il a simplement hoché la tête quand mon nom a été appelé, un léger sourire aux lèvres. Ce soir-là, au dîner, il a fait glisser une petite boîte en velours sur la table. À l'intérieur, il y avait une clé. C'est la clé de ton bureau, a-t-il dit. Tu commences lundi. J'étais officiellement devenue consultante junior chez Blackwood Conseil. J'avais réussi. J'avais un avenir. J'avais enfin l'impression d'être à ma place. Le bonheur est une chose fragile. Je pensais avoir construit une forteresse autour de ma nouvelle vie, une forteresse dont mon oncle était le gardien. Mais aucune forteresse, aussi solide soit-elle, ne peut résister à l'ennemi invisible qui attaque de l'intérieur, la maladie. Le changement a été subtil au début. Une fatigue persistante qu'Armand mettait sur le compte du travail. Une légère perte de poids qu'il justifiait par un regain d'intérêt pour le sport. Puis une toux qui ne partait pas, une toux sèche et rauque qui ponctuait nos dîners silencieux. Il a fallu des mois pour qu'il accepte enfin de consulter un médecin, lui qui détestait toute forme de faiblesse, qui considérait la maladie comme une défaillance personnelle. Le diagnostic est tombé comme un coup près, un mot brutal qui a anéanti notre routine si soigneusement construite, cancer du pancréas, stade avancé. Inopérable. Le monde que nous avions si patiemment bâti s'est effondré en un instant. L'homme qui m'avait sauvé, l'homme de granit qui semblait invincible, est devenu fragile sous mes yeux. Les rôles se sont inversés avec une rapidité déconcertante. C'est moi qui ai commencé à m'occuper de tout. Je gérais ses rendez-vous, je veillais à ce qu'il prenne sa myriade de médicaments à des heures précises. Je me suis découvert une passion pour la cuisine, apprenant à préparer des bouillons et des purées faciles à avaler. Je passais des heures à ses côtés dans sa grande chambre qui donnait sur le lac. Parfois, je travaillais en silence sur mon ordinateur pendant qu'il somnolait, le simple bruit de ma présence semblant l'apaiser. D'autres fois, je lui lisais les nouvelles économiques du Financial Times, la seule chose qui semblait encore l'intéresser, un lien ténu avec le monde qu'il avait dominé et qui lui échappait désormais. L'homme d'affaires impitoyable laissait place à un homme fatigué, vulnérable. Et dans cette vulnérabilité, il m'a laissé entrer comme jamais auparavant. Il me parlait de ses débuts, de la façon dont il avait monté son entreprise à partir de rien. Il m'a parlé de sa rupture avec mon père, une histoire de prêt jamais remboursé et de confiance trahie qui remontait à des décennies. Il a toujours choisi la facilité, Léonie, m'a-t-il dit un soir, sa voix affaiblie. Ne fais jamais cette erreur. Un après-midi, à l'hôpital, alors qu'une jeune infirmière changeait sa perfusion, elle m'a souri et a dit, « Votre père est un homme très courageux. Il ne se plaint jamais. » J'ai ouvert la bouche pour la corriger, par réflexe, pour dire « c'est mon oncle », comme je l'avais toujours fait. Mais avant que je puisse parler, Armand a tendu sa main et a serré la mienne. Sa prise était faible, mais déterminée. Il a regardé l'infirmière et a simplement hoché la tête, un faible sourire flottant sur ses lèvres. Il ne l'a pas corrigée.
À cet instant, sans un mot, il m'a reconnue. Pas comme sa nièce, pas comme sa protégée, mais comme sa fille. Les larmes ont coulé sur mes joues, et pour la première fois, je ne les ai pas cachées. Il a vu mes larmes et a serré ma main un peu plus fort. Il s'est éteint 3 semaines plus tard, une nuit paisible, dans son lit, face à la vue du lac qu'il aimait tant. Je lui tenais la main. Avant de sombrer dans son dernier sommeil, il a rassemblé ses forces pour me parler une dernière fois. Sa voix n'était qu'un murmure, un souffle rauque. Il m'a donné une petite clé ancienne qu'il gardait sur sa table de chevet. Mon bureau, le tiroir du bas, à droite, a-t-il soufflé, chaque mot un effort. Quand tu seras prête, la vérité est là. Utilise-la pour protéger ton avenir, pas pour te cramponner au passé. Il a serré ma main une dernière fois, ses yeux se sont fermés, et il s'en est allé. L'enterrement a été une affaire sobre et rapide. Quelques associés, une poignée de clients. Pas de famille. J'étais seule au premier rang. J'ai réalisé à quel point sa vie avait été solitaire. J'étais la seule famille qui lui restait. Et maintenant, il était parti. Le vide qu'il laissait était un gouffre immense et terrifiant. Pendant des jours, je n'ai pas eu la force de faire quoi que ce soit. La petite clé était posée sur ma table de chevet, une promesse silencieuse et un lourd fardeau. Puis, l'appel de Maître Dubois est arrivé, me ramenant brutalement à la réalité. « Léonie, nous devons nous voir avant la lecture du testament, a-t-il dit d'une voix grave. Ils sont à Annecy. Et ils ont un avocat. Le moment que mon oncle avait anticipé était arrivé. Je devais être prête. Le poids des paroles de Maître Dubois m'a poussé à agir. La peur, froide et familière, a commencé à s'insinuer en moi, mais elle était différente cette fois. Elle était mêlée à une nouvelle détermination, une colère sourde. Mon oncle ne m'avait pas seulement laissé de l'argent, il m'avait laissé sa force. Le soir avant le rendez-vous, après avoir raccroché avec le notaire, je me suis dirigée vers le bureau d'Armand. La pièce était exactement comme il l'avait laissée. L'odeur du bois ciré, du papier et de son eau de Cologne flottait encore dans l'air. C'était son sanctuaire, le cœur de son empire et de sa vie solitaire. Pendant un instant, je me suis attendue à le voir assis dans son grand fauteuil en cuir, me regardant par-dessus ses lunettes. Le vide qu'il laissait était une présence physique. La petite clé ancienne tremblait dans ma main. C'était plus que du métal, c'était sa dernière instruction, son dernier acte de protection. Je me suis agenouillée devant le grand bureau en chêne, un meuble massif qui semblait avoir des racines dans le sol de la maison. J'ai inséré la clé dans la serrure du tiroir du bas, à droite. Elle a tourné avec un déclic sec et sonore qui a résonné dans le silence de la pièce. À l'intérieur, il n'y avait pas de lettres ou de souvenirs personnels. Il y avait un seul et unique dossier, épais et lourd, relié en cuir noir, simplement étiqueté « LSM, Léonie ». Serge. Martine. Mon cœur s'est emballé. Je l'ai posé sur le bureau et je l'ai ouvert avec une sorte de révérence macabre. C'était un rapport. Un rapport d'enquête privée, méticuleusement compilé sur 8 ans, mis à jour tous les trimestres. La première page était un résumé, surveillance et vérification des antécédents de Serge et Martine D, suite à l'abandon de leur fille Léonie D, le 14 février 2017. La date de mon abandon, notée avec une précision clinique. Mon oncle n'avait pas seulement coupé les ponts. Il les avait surveillés. Il m'avait protégé dans l'ombre pendant tout ce temps. J'ai commencé à feuilleter, les mains moites. Les pages étaient remplies de rapports, de photos, de copies de documents. C'était une litanie sordide de leur vie après m'avoir quitté. Des photos de mon père, le visage congestionné, à des tables de poker dans des casinos miteux de la Côte d'Azur. Des rapports d'incidents signalant que ma mère avait été licenciée de plusieurs emplois saisonniers pour irrégularité de caisse. Des copies de plaintes déposées par des propriétaires pour loyers impayés à Marseille, à Nice, à Montpellier. Ils avaient laissé une traînée de dettes et de petites escroqueries partout où ils passaient, comme un couple de nomades toxiques. Puis je suis tombée sur une section plus récente. Mon estomac s'est noué. C'était une copie d'une demande de crédit à la consommation, datée de quelques mois à peine. Ils avaient demandé 25 000 € à un organisme de prêt peu scrupuleux. Et dans la section « Garant », il y avait mon nom. Mon nom,
mon adresse à Annecy, et une signature qui était une imitation grossière de la mienne. Ils avaient essayé d'utiliser mon nom et la réputation de mon oncle pour obtenir de l'argent. La demande avait été refusée car l'organisme n'avait pas pu me joindre pour confirmation, un fait que l'enquêteur avait souligné. Mais la tentative était là, noir sur blanc. La preuve ultime de leur nature inchangée. J'ai refermé le dossier, le souffle court. La tristesse que je ressentais encore pour eux, la petite étincelle de pitié qui subsistait au fond de mon cœur, venait de s'éteindre, remplacée par une froide résolution. Ils n'étaient pas des victimes de la vie. Ils étaient des prédateurs. Et leur proie, c'était toujours moi. Je n'ai pas lu le reste du dossier. Je n'en avais pas besoin. J'avais compris. J'ai remis le dossier dans le tiroir, je l'ai refermé à clé et j'ai gardé la clé. Demain, je n'irai pas à ce rendez-vous en tant que victime endeuillée et effrayée. J'ai fermé le dossier, les mains tremblantes mais le regard déterminé. Je savais ce que j'avais à affronter. En arrivant au bureau du notaire le lendemain et en les voyant assis là, jouant leur comédie, je n'ai plus ressenti de peur. J'ai seulement ressenti une froide et immense pitié. Quand je suis entré dans la salle de conférence de Maître Dubois, ils étaient déjà là, installés comme s'ils étaient chez eux. Ma mère portait une robe mauve trop voyante pour un deuil, mon père un costume sombre légèrement trop serré qui soulignait son embonpoint. Ils étaient accompagnés d'un homme à l'allure visqueuse, avec une mallette en faux cuir usé, qui s'est présenté comme leur avocat, Maître Renaud. Comme je l'avais prévu, Martine s'est levée d'un bond, les bras ouverts, le visage baigné de larmes de crocodile. « Léonie, ma chérie. Comme nous sommes inquiets pour toi. Tu es si seule maintenant. » Je ne lui ai pas laissé le temps de me toucher. J'ai fait un pas de côté et je me suis assise à l'autre bout de la longue table en bois massif, à côté de Maître Dubois, créant une distance physique qui reflétait la distance émotionnelle abyssale entre nous. Le sourire de ma mère a vacillé une seconde avant qu'elle ne reprenne sa composition. Elle s'est assise en soupirant bruyamment, comme si mon rejet l'avait profondément blessée. Mon père m'a lancé un regard noir, un mélange de colère et d'avertissement, mais n'a rien dit. La pièce était tendue, le silence seulement rompu par le bruit des pages que tournait Maître Dubois. Celui-ci, imperturbable, a ajusté ses lunettes et a ouvert un dossier officiel. « Nous sommes ici pour la lecture du testament de Monsieur Armand Dubois », a-t-il commencé d'une voix neutre et professionnelle. Il a lu les dispositions préliminaires, les lègue à quelques œuvres de charité et à sa fidèle gouvernante, Hélène. Mes parents écoutaient, leur corps penché en avant, vibrant d'une anticipation presque palpable. Puis, Maître Dubois est arrivé à la partie principale. Concernant la totalité de ses biens mobiliers et immobiliers, y compris sa résidence principale à Annecy, ses portefeuilles d'actions, ses liquidités et sa participation majoritaire dans la société Blackwood Conseil, M. Dubois lègue l'intégralité de sa fortune à sa nièce unique, Mademoiselle Léonie Dubois. Il a marqué une pause, laissant les mots flotter dans l'air. Il a ensuite ajouté, en regardant ses notes, « Le patrimoine est estimé à ce jour à une valeur nette d'un peu plus de 3 millions d'euros. » Un hoquet a échappé à ma mère. Le visage de mon père est devenu rouge brique. Le silence qui a suivi était assourdissant. On aurait pu entendre une mouche voler. Puis, leur avocat, Maître Renaud, s'est raclé la gorge, rompant le charme. « Maître Dubois, a-t-il dit d'un ton faussement conciliant, mes clients, en tant que parents de Mademoiselle Dubois, sont naturellement concernés. Une telle somme, une telle responsabilité, c'est un fardeau énorme pour une jeune femme si, fragile et inexpérimentée, surtout après un tel choc émotionnel. » J'ai failli éclater de rire. Fragile? Inexpérimentée? Après tout ce que j'avais enduré à cause d'eux? Mais je suis restée silencieuse, laissant Maître Dubois, le chef d'orchestre de cette macabre symphonie, jouer sa partition. Il n'a même pas regardé l'avocat. Il s'est tourné vers mes parents. « Êtes-vous en train de suggérer quelque chose, Serge, Martine ?» a-t-il demandé, utilisant leur prénom pour la première fois, avec une familiarité glaciale qui les a fait tressaillir. C'est ma mère qui a répondu, sa voix dégoulinante de fausse sollicitude, une performance digne d'une actrice ratée. Nous pensons qu'il est de notre devoir parental de la protéger. Elle est si vulnérable. Nous n'avons jamais officiellement renoncé à nos droits. Nous demandons donc, pour son bien, la mise en place d'une tutelle, ou du moins,
d'un conseil de gestion, où nous pourrions l'épauler, la guider dans ses décisions. La demande était lâchée. Le mot était dit. Tutelle. Il voulait le contrôle. Il voulait la mainmise sur l'argent. Ma mère a prononcé le mot « tutelle » avec le plus grand sérieux, comme si c'était une offre généreuse. Le piège était tendu, la comédie à son apogée. Mais il ne savait pas que mon oncle, depuis l'au-delà, avait préparé une contre-offensive dévastatrice. Maître Dubois a simplement hoché la tête, puis il a sorti un autre dossier de sa mallette. Un dossier beaucoup plus épais, relié en cuir noir. C'est une coïncidence intéressante, a commencé Maître Dubois d'une voix douce et dangereuse, en posant le dossier « LSM » sur la table avec un bruit sourd. Car Monsieur Armand avait anticipé votre soudain regain d'intérêt pour le bien-être de votre fille. Il m'avait laissé des instructions très claires au cas où vous formuleriez une telle demande. Le visage de mes parents s'est figé. Leur avocat a froncé les sourcils, visiblement pris au dépourvu. Il n'avait clairement pas été mis au courant de toute l'histoire. Maître Dubois a ouvert le dossier. Il a engagé une agence de détectives privée il y a 8 ans. Juste après votre départ de Lyon. Il voulait simplement s'assurer que vous alliez bien. Le sarcasme dans sa voix était à peine voilé, mais suffisamment piquant pour les faire grimacer. Il a sorti une première photo et l'a fait glisser sur la table polie. C'était mon père, à une table de jeu clandestine à Marseille, le visage congestionné, des piles de jetons devant lui. Serge, il semblerait que vos projets d'investissement aient surtout concerné les casinos. D'après ce rapport, vous avez accumulé plus de 50 000 € de dettes auprès de divers prêteurs sur gage. L'un d'eux, un certain Monsieur Antoine, semble particulièrement impatient de vous retrouver. Mon père est devenu blême. C'est une violation de notre vie privée. C'est illégal, a-t-il balbutié, sa voix perdant de son assurance. Maître Dubois a ignoré sa protestation et a fait glisser une autre liasse de documents vers ma mère. Martine, a-t-il continué en se tournant vers elle, son ton devenant encore plus froid, votre parcours professionnel est également fascinant. Licencié d'une boutique de luxe à Cannes pour différence d'inventaire. Congédié d'un poste de réceptionniste dans un hôtel à Saint-Tropez après plusieurs plaintes de clients pour des frais inexpliqués sur leurs factures. Et plus récemment, une plainte pour abus de confiance déposée par une dame âgée à Aix-en-Provence, que vous assistiez comme dame de compagnie. La plainte a été retirée, curieusement, après que la dame a reçu une visite intimidante. Ma mère a secoué la tête, murmurant. Ce sont des mensonges. Des malentendus. Je n'ai rien fait. Vraiment, a demandé Maître Dubois. Il a sorti une copie de la demande de crédit à la consommation. Alors peut-être que ceci est aussi un malentendu? Une demande de 25 000 €, faite il y a 3 mois. Vous avez non seulement utilisé le nom et l'adresse de Léonie sans sa permission, mais vous avez également imité sa signature. Cela, mes chers amis, porte un nom dans le code pénal. Cela s'appelle l'usurpation d'identité et le faux et usage de faux. C'est passible de plusieurs années de prison. Leur avocat, Maître Renaud, a tenté d'intervenir, le visage décomposé. Ces documents, leur provenance est douteuse. Ils ne seraient jamais recevables devant un tribunal. Nous ne sommes pas dans un tribunal, maître, a rétorqué Dubois froidement. Nous sommes en train d'établir le caractère moral des personnes qui prétendent vouloir protéger une jeune femme de 26 ans, diplômée d'une école de commerce et parfaitement saine d'esprit. Il a gardé le meilleur pour la fin. Il a sorti un petit enregistreur numérique. Mon client avait également fait installer des protocoles de sécurité sur ses lignes après avoir reçu plusieurs appels suspects. Nous avons donc une trace de cet appel, passé il y a 1 an, entre vous deux. Il a appuyé sur lecture. La voix de mon père, granuleuse et conspiratrice, a rempli la pièce. Il faut essayer le coup de la maladie de Martine. S'il ne veut pas nous aider, on peut essayer de le faire culpabiliser par rapport à Léonie. Puis la voix de ma mère, tout aussi venimeuse, et si ça ne marche pas, on attend. Il n'est pas éternel. Le jour où il mourra, la petite sera seule et riche. Elle aura besoin de ses parents. Elle reviendra vers nous, c'est obligé. Le silence qui a suivi l'enregistrement était plus lourd que la pierre. Leur visage était décomposé par la honte et la fureur d'avoir été découverts.
Leurs mensonges, leurs manipulations, tout était exposé à la lumière crue. Mais alors que ma mère s'est effondrée en sanglots, le visage de mon père s'est tordu, non pas de honte, mais d'une rage pure et venimeuse. Je savais que le pire était encore à venir. Mon père s'est levé d'un coup, sa chaise raclant bruyamment le sol. Son visage était d'un rouge violacé, les veines de son cou saillantes. « C'est un complot », a-t-il hurlé, pointant un doigt tremblant vers Maître Dubois, puis vers moi. Sa voix était rauque de fureur. « Ce type. Armand, il t'a monté contre nous depuis le début. Il t'a volé. Il a profité de ta détresse pour t'isoler et faire de toi sa petite chose. Il voulait juste jouer au père de famille pour combler sa propre vie vide et pathétique. Il s'est tourné vers moi, les yeux injectés de sang, la bave aux lèvres. Nous allons tout raconter à la presse. Le riche homme d'affaires qui séquestre et manipule sa jeune nièce vulnérable pour la couper de sa famille aimante. Les journalistes vont adorer ça. Ma mère, voyant que le rôle de la victime concernée ne fonctionnait plus, a changé de tactique. Elle s'est levée à son tour, les larmes coulant maintenant pour de vrai, des larmes de rage et d'humiliation. Nous étions malades, a-t-elle crié, sa voix devenant stridente. Ton père souffrait d'une addiction au jeu, une maladie reconnue. J'étais en dépression profonde après avoir dû tout quitter. Nous avions besoin d'aide, pas d'un espion qui fouille dans nos vies. Quelle sorte d'homme, quelle sorte de frère, fait ça? Il nous a jugés au lieu de nous aider. Leur audace m'a coupé le souffle. Ils retournaient la situation, se posant en victime de mon oncle, en victime de leur propre maladie qu'ils utilisaient maintenant comme des boucliers. Mais je n'étais plus la jeune fille de 18 ans, prête à croire n'importe quoi pour maintenir une illusion de famille. J'ai puisé ma force dans le souvenir de mon oncle, dans les 8 années de stabilité qu'il m'avait offertes. Je me suis levée à mon tour, lentement, calmement. L'addiction et la dépression sont de vraies maladies, oui, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Mais ce ne sont pas des maladies qui vous ont forcé à voler l'argent de mes études. Ce ne sont pas des maladies qui vous ont fait détruire ma réputation auprès de Monsieur Bernard. Ce ne sont pas des maladies qui vous ont fait oublier mon existence pendant 8 ans. Ce sont des choix. Vos choix. Tu ne peux pas comprendre la pression que nous avions, a hurlé mon père. Oh, si, ai-je répondu, le regardant droit dans les yeux. À 18 ans, avec 2 boulots et des études à mener, abandonné et sans un sou, je crois que je comprends parfaitement la notion de pression. Maître Dubois a repris la parole, son calme olympien contrastant avec leur hystérie. Avant de poursuivre vos menaces de scandale médiatique, vous devriez prendre connaissance d'une dernière clause du testament de mon client. Il a tourné une page, son doigt suivant une ligne. Toute contestation légale, quelle qu'elle soit, de la validité de ce testament ou de ses dispositions, ou toute action publique visant à nuire à la réputation du défunt ou de son héritière, entraînera automatiquement et irrévocablement l'annulation de tous les legs personnels. La totalité de la fortune de Monsieur Dubois sera alors transférée à la Fondation pour l'enfance oubliée. Ni vous, ni même Léonie, ne toucherez un seul centime. Le silence est retombé, brutal. Ils étaient piégés. Leur propre cupidité était l'arme qui se retournait contre eux. C'est à ce moment que mon père a joué sa dernière carte, la plus cruelle, la plus vile. Il m'a fusillé du regard. Tu sais ce qu'il m'a dit, ton cher oncle, la dernière fois que j'ai essayé de l'appeler pour prendre de tes nouvelles? Il m'a dit que te recueillir était la plus grande erreur de sa vie. Que tu n'étais qu'un fardeau, une œuvre de charité pour soulager sa conscience. Ces mots étaient conçus pour me briser. Pour planter un doute éternel dans mon esprit. Et pendant une fraction de seconde, la douleur a été si vive que j'ai chancelé. Mais ensuite, le souvenir de la clé et du dossier m'est revenu. Le souvenir de sa main dans la mienne à l'hôpital. Maître Dubois a appuyé sur un bouton de son interphone. Sécurité, salle de conférence 3, s'il vous plaît. Alors que 2 agents entraient, j'ai sorti la petite clé de ma poche et je l'ai posée sur la table. J'ai regardé mon père et j'ai dit d'une voix claire, « C'est drôle que vous disiez ça. Parce qu'avant de mourir, mon oncle m'a donné cette clé. La clé d'un tiroir qui contenait 8 ans de preuves de votre amour parental. Mais il contenait aussi autre chose, quelque chose que vous ne pouviez pas imaginer. Voulez-vous vraiment savoir ce qu'il pensait vraiment de moi? Ma question a suspendu le temps.
Mon père m'a dévisagé, une lueur d'incertitude dans ses yeux pour la première fois. Il ne savait pas ce qu'il y avait dans ce tiroir. Son bluff avait été contré par une vérité qu'il ne connaissait pas. Les agents de sécurité, 2 hommes grands et impassibles, se sont approchés d'eux. Ma mère a attrapé son sac à main en imitation crocodile, son dernier vestige de dignité. Tu le regretteras, Léonie, a-t-elle sifflé, son visage déformé par la haine. Quand tu seras seule avec tout cet argent, tu te rendras compte de ce que tu as jeté. L'argent ne remplace pas une famille. Vous avez raison, ai-je dit, et ma voix était étonnamment calme. L'argent ne remplace pas une famille. C'est pour ça que je ne suis pas seule. J'ai les employés qui respectaient Armand. J'ai les clients qui lui faisaient confiance. J'ai le souvenir de 8 années où il a été là. Chaque matin, chaque soir, chaque examen, chaque doute. C'est ça, une famille. Pas le sang. La présence. Alors qu'ils étaient escortés vers la porte, mon père s'est retourné une dernière fois, son visage rouge de fureur contenue. On était parents. On t'a donné la vie, a-t-il lancé, comme l'argument ultime, l'argument qui devait tout effacer. Cette phrase, qui m'avait autrefois fait sentir si coupable, n'avait plus de pouvoir sur moi. Vous m'avez donné la vie, oui, ai-je admis, en le regardant sans ciller. Et ensuite, vous avez essayé de me la reprendre, petit à petit. Armand, lui, m'a donné un avenir. Les portes se sont refermées sur eux, sur leur colère et leurs mensonges, et sur un chapitre de ma vie que je venais de clore pour toujours. Ce soir-là, de retour dans le silence de la grande maison, je suis allé dans le bureau de mon oncle. La pièce ne me semblait plus être son sanctuaire, mais le mien. J'ai rouvert le tiroir. J'ai mis de côté le dossier d'enquête, cette chronique de leur vie misérable. Et au fond, sous une fausse planche que je n'avais pas remarquée la première fois, j'ai trouvé ce dont je parlais à mon père. Pas d'autres preuves. Mais une liasse de lettres, une vingtaine peut-être, écrites de sa main précise et élégante, toutes adressées à « ma chère Léonie ». Des lettres qu'il n'avait jamais envoyées. J'ai défait le ruban qui les liait et j'ai lu la première, datée d'1 semaine après mon arrivée. Léonie, ta présence a changé le silence de cette maison. Ce n'est pas désagréable. J'espère être à la hauteur de la tâche qui m'incombe. J'en ai lu une autre, du jour de mon diplôme. Aujourd'hui, en te voyant sur cette estrade, j'ai ressenti une émotion que je suppose être de la fierté. Tu as dépassé toutes les attentes, et surtout les miennes. Je regrette que mon caractère m'empêche de te le dire en face. Et la dernière, écrite quelques semaines seulement avant sa mort, d'une écriture légèrement tremblante. Les mots me manquent souvent, Léonie. Mais sache ceci. On ne choisit pas sa famille de sang, mais l'on choisit ceux pour qui on se bat. La remarque de mon frère était odieuse. Tu n'es pas le fardeau que j'ai dû porter. Tu es le cadeau que la vie m'a offert quand je n'attendais plus rien. Les larmes que je n'avais pas versées au bureau du notaire ont coulé. Des larmes de soulagement, de gratitude et d'un amour infini. La dernière et cruelle tentative de mon père pour me blesser avait été anéantie par la vérité silencieuse de mon oncle. Quelques mois plus tard, avec l'aide de Maître Dubois, j'ai créé la Fondation Armand Dubois, dédiée à aider les jeunes adultes de 18 à 25 ans qui, comme moi, se sont retrouvés seuls du jour au lendemain, à cet âge charnière où l'on est trop vieux pour être un enfant et trop jeune pour être vraiment un adulte. Le premier chèque que j'ai signé, c'était avec le stylo de mon oncle. J'ai repris la direction de son entreprise, non pas comme une héritière, mais comme une disciple, appliquant chaque jour les leçons de rigueur et d'intégrité qu'il m'avait inculquées. Aujourd'hui, 1 an après cette confrontation, je suis au bord du lac, devant sa tombe. Le soleil se couche, peignant l'eau de couleur dorée et rose. L'argent est là, bien sûr. Il sécurise mon avenir. Mais en regardant son nom gravé dans la pierre, je comprends enfin quel était le véritable héritage. Ce n'était pas les millions. C'était la leçon. La leçon qu'une vraie famille ne vous abandonne pas quand vous n'avez rien, elle vous construit pour que vous ayez tout. La leçon que l'amour ne se crie pas dans des déclarations dramatiques, il se prouve dans la constance silencieuse d'une présence, jour après jour. Il m'a sauvée, non pas en me donnant de l'argent, mais en me donnant une chance. Et c'est cette chance que j'essaie d'offrir à d'autres, chaque jour. C'est ça, son véritable héritage. L'histoire de ma vie est une histoire de trahison,
mais c'est surtout une histoire de résilience et d'un amour inattendu. Si vous aussi, vous avez dû trouver votre famille choisie, après avoir été blessé par votre famille de sang, partagez votre expérience dans les commentaires. Vos histoires comptent, elles donnent de la force aux autres. N'oubliez pas de laisser un « j'aime » si mon parcours vous a touché, et abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres histoires de vie, de combat, et finalement, d'espoir.